bienvenue dans Choose Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de la RSE. Je suis très heureux ce matin d'accueillir Élise Pierrot. Vous êtes responsable du site Financia Lyon et référente harcèlement et RSE pour Financia Business School. Et Alfonso Lopez de Castro, vous êtes président de Financia Business School. Bonjour. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec moi ce matin. Peut-être pour commencer, qu'est-ce que Financia Business School ? Alors, Financia Business School est une école dédiée, je dirais, au métier de la finance. Voilà, ça fait maintenant une dizaine d'années. Et c'est vrai qu'on avait mis en place, entre autres, l'alternance, qui était un peu moins à la mode à l'époque, et sur certains métiers pointus de la finance. Et voilà, en quelques mots, ce qu'est Financia. Donc c'est 100% finance, c'est que des enseignements liés à la finance. Tout à fait. Uniquement en alternance. Sauf la première année qui, elle, se fait en stage, cours et stage, mais tout le reste est en alternance. D'accord. Et c'est combien d'étudiants ? 600 étudiants par an ? Voilà, on a 630 étudiants. Voilà, et nous, on avait choisi entre autres l'alternance parce que on trouvait qu'en France, il y avait un problème de financement de la scolarité, entre autres, et pour l'égalité des chances et l'inclusion, on trouvait que c'était un système formidable et qui a fait ses preuves aujourd'hui. Donc vous êtes une école qui est très engagée. Vous êtes devenue, et vous êtes une des premières écoles d'ailleurs, à être devenue une société à mission. Exactement. Avec une raison d'être que je vous laisse peut-être nous dire. L'idée, c'est d'œuvrer quotidiennement donc, pour l'inclusion de nos étudiants à travers donc une pédagogie et des formations de haute qualité et bien sûr professionnalisantes, puisque c'est très important, pour faire en sorte que nos étudiants deviennent des acteurs clés de création de valeur durable dans les prochaines années. Et pourquoi c'était important pour vous de devenir une société à mission ? On pourrait imaginer que, on peut imaginer que pour une école, voilà, la finalité impact social positif, c'est l'évidence. Donc pourquoi le formaliser dans une société à mission ? Excellente question, justement sur l'évidence. On peut voir l'éducation, l'école de façon, on peut le voir comme quelque chose, un outil de transmission de savoir, qui a un pouvoir très fort en fait d'élévation sociale entre autres, mais on peut aussi le voir comme un business. Et effectivement, il y a des grands groupes privés. La question de savoir, est-ce que sur ce type d'activité, on peut se permettre d'avoir des marges de 50 ou 60%, je dirais comme un business à la Google, à Facebook, ou est-ce qu'on est, entre autres, dans la transmission ? Nous, on a choisi de prendre le statut de société à mission parce que, dans le cadre de la loi Pacte qui est mise en place, nous, c'était déjà en réalité dans notre ADN. La seule chose, c'est que, donc on faisait déjà toutes les démarches, je dirais, RSE, et entre autres pour les étudiants, mais pas seulement. Il ne faut pas oublier les parties prenantes, les professeurs aussi, les salariés, les collaborateurs, qui sont des fois un petit peu oubliés dans le RSE. Et au moins, avec ce statut-là, vous êtes audité, vous êtes contrôlé, vous êtes obligé de vous améliorer, de mettre entre autres des indicateurs, de pouvoir les suivre entre autres dans la durée, et du coup de l'afficher réellement et clairement. Voilà. Et du coup, ces indicateurs que vous avez commencé à suivre très récemment, puisque c'est quand même assez récent comme passage, ils sont déjà en place, vous êtes en train de les mettre en place, quels sont-ils ? Alors les principaux vont être déjà le taux de satisfaction de nos parties prenantes et notamment des étudiants ainsi que des tuteurs et maîtres d'apprentissage donc, qui accueillent nos étudiants dans le cadre de l'alternance. D'accord. On a également le taux d'insertion professionnelle, donc à l'issue des 5 années d'études, ainsi que la rémunération moyenne annuelle brute qui est liée. On a également des indicateurs plus internes comme le taux d'absentéisme ou le turnover qui est donc là de vos équipes, de nos équipes, voilà en interne, et également les taux de répartition public féminin, public masculin parmi nos étudiants. C'est les 4 principaux indicateurs. Et sur justement ce public masculin-féminin, comment vous faites pour attirer peut-être un peu plus de femmes quand on interroge, d'ailleurs quelquefois sur ce plateau, les entreprises ou les cabinets, ils nous disent on a quand même beaucoup de mal à promouvoir les femmes, à les faire accéder jusqu'à des postes de direction, alors pour des raisons qui ne sont pas toujours dépendantes des écoles, mais aussi ils nous disent parce que aussi nous le système scolaire ou les grandes écoles ne nous fournissent pas suffisamment de femmes. Alors nous on a eu assez de chance sur cet indicateur puisque on est, je dirais, à une très bonne parité, on est quasiment à 50%. Si on va un petit peu dans le détail, on va regarder qu'il y a des différences au sein de l'école, dont certains cursus. Alors, d'ailleurs, certains cursus, par exemple,
à l'avenir, hein, la gestion de patrimoine sera essentiellement féminine. Voilà, je vous l'annonce parce que depuis de nombreuses années, il y a une majorité en fait de femmes. Il y a même une année, on a eu 100% de femmes. Il n'y a qu'un seul homme, il est parti. C'est pas, il a dû être effrayé, je ne sais pas, mais il est parti. Comment ça se fait que les femmes aillent vers la gestion de patrimoine beaucoup plus que les hommes? Je pense que ça s'est aussi un peu libéré, qu'on s'est rendu compte, entre autres, que peut-être une approche un peu, je dirais, un peu plus féminine sur le patrimoine. Empathique aussi, l'empathie. Voilà, l'empathie, la proximité. Et finalement, je crois que dans les banques, ça a été un réel succès. Et là où on ne les voyait pas automatiquement, parce qu'on se disait, oui, c'est le patrimoine de quelqu'un, c'est très important, peut-être une jeune femme, c'est délicat, et pas du tout, ça change. Alors, où est-ce qu'on a des difficultés? C'est sur les postes, entre autres, de finance de marché. Et ça vient déjà des réformes du bac, entre autres, où il y a moins de mathématiques, parce que c'est une option. Et donc, les femmes choisissent moins de mathématiques, et donc ont du mal à aller sur ces filières très techniques, très pointues. Voilà. Néanmoins, on fait énormément d'efforts d'aller chercher des pépites et des talents. Et on a eu, par exemple, chez Natixis, une première alumni, trader, réellement en front desk à côté d'ingénieurs. Voilà. Et donc, il ne vient pas, je dirais, d'école d'ingénieurs ultra réputée, et qui est passé, entre autres, par l'alternance. Il n'y a pas beaucoup de traders non plus qui sont passés par l'alternance. Ils ont plutôt fait d'initiales, de grandes écoles, assez chères, je dirais, avec des problèmes de financement. Et donc, on fait énormément de réunions, de communication, d'information. Et quand on voit des talents, on les tire vers le haut, on leur dit « c'est possible, vous pouvez y aller ». Et si vous êtes une femme, aujourd'hui, les banques sont à la recherche de profils différents. Oui, elles vous challengent beaucoup, les banques ou même les autres, tout autre type d'entreprise, vous challengent beaucoup sur cette féminisation des métiers? Oui, alors, il y a sur la féminisation, mais c'est aussi sur, je dirais, un peu le milieu social, entre autres. On veut, ce qu'ils veulent ouvrir, c'est d'autres écoles. Je prends un exemple. Si vous allez dans une salle de marché, vous allez avoir les 3-4 grandes écoles d'ingénieurs, Polytechnique, Centrale ou Dauphine 203, par exemple, excessivement pointues. Si on se rend compte, en fait, depuis 30-40 ans, c'est exactement les mêmes formations, les mêmes personnes, la même origine sociale. Aujourd'hui, ce que nous demandent les banques, c'est nous apporter des profils différents qui vont amener d'autres compétences. Et ces dernières années, on a vraiment un gros succès. On est en partenariat vraiment avec toutes les banques, je dirais, françaises. Et ils se rendent compte que cette association d'amener d'autres profils qui ont aussi leurs compétences, mais une formation différente, apporte énormément aux équipes. Qu'est-ce qu'ils ont de différent, les étudiants de Financial Business School? C'est quoi qu'est-ce qui peut les caractériser? J'imagine que comme vous avez de l'inclusion, ils ont des profils divers, leur singularité, mais en même temps, j'imagine qu'il y a aussi un fil directeur à votre école? Oui. Alors, j'ai le point, c'est qu'ils ont la niaque, en fait. C'est ce que j'allais dire. Voilà. C'est-à-dire que souvent, quand on fait une très grande école, qu'est-ce qu'on fait? On fait une prépa. La prépa, c'est 2 ans sans travail, sans revenu, donc c'est pas à la portée de tout le monde. Donc il y a beaucoup d'étudiants qui ont le niveau de le faire et qui ne vont pas le faire. Il n'y a pas des prépas partout non plus, à l'échelle, je dirais, nationale. On connaît les prépas des grandes écoles. Bon, c'est très sélectif. Bon, cela dit, la prépa, elle perd un petit peu de sa superbe, j'ai l'impression. Il y a moins d'étudiants qui ont envie d'aller en prépa nécessairement. Elle perd beaucoup. Néanmoins, ça reste quand même la voie royale. On a encore 10 000 étudiants à peu près. Ça baisse un petit peu, mais c'est considéré comme la voie royale pour les RH, je dirais pour les autres écoles. Et donc souvent, on a des étudiants, nous, qui ont commencé à l'université, entre autres, parce que c'est pas payant, ou en tout cas les frais sont mesurés. Et nous, chez Financia, c'est un peu une prépa inversée. C'est-à-dire que dans les grandes écoles, on fait une prépa, on travaille énormément, et après, on est quand même un petit peu plus cool. Bon, on connaît les fêtes des grandes écoles qui sortent dans les médias. Bon, ils sont très inventifs sur ce point. Et nous, en fait, l'étudiant, pourquoi il a cette niaque? Parce que, premièrement, il a souvent fait un premier pas, des fois, dans un système universitaire ou autre. Il s'est rendu compte qu'il veut quelque chose avec plus d'intégration dans l'entreprise. Et donc, il va avoir un niveau très élevé chez nous, avec en plus une alternance à très très haut niveau. Donc il va travailler comme un prépa, mais plutôt sur les dernières années. Et ce qui va lui assurer une employabilité. Ouais. D'accord. Et comment vous réconciliez cette idée que la finance n'est pas nécessairement synonyme de
de responsabilité ou en tout cas de développement durable, et vous l'avez inscrit vous dans votre raison d'être, et justement votre raison d'être et la manière dont vous préparez les étudiants. Et peut-être je me trompe d'ailleurs, peut-être c'est un cliché qui n'est plus exact. Non, mais déjà, nos formations sont remises à jour chaque année pour coller au maximum aux attentes des entreprises et puis aux besoins futurs. Puis Financia est quand même figure de proue en la matière, avec notamment la finance islamique et un nouveau MBA de Green Finance, ainsi que dans toutes les formations des modules liés justement aux attentes, à l'impact de la finance et à la durabilité aussi. Si vous voulez avoir un impact sur le green en général, sur le RSE, vous passerez automatiquement par la finance. C'est-à-dire que c'est la finance qui doit aujourd'hui évoluer. Aujourd'hui, il y a des règles dans les sociétés financières, entre autres, sur la parité homme-femme, sur les salaires, où ils peuvent avoir des pénalités si on n'est pas en amélioration. Si vous regardez tous les fonds d'investissement, entre autres, aujourd'hui, il n'y a pas une société de gestion qui n'a pas un fonds à responsabilité sociale, un fonds ISR ou entre autres un agrément. Et donc, il y a énormément de projets de loi dans ce sens-là, dans la réforme, dans l'incitation aux sociétés financières. Et ça, c'est une opportunité pour nous, parce qu'il faut former des gens pour ces nouveaux métiers, je dirais, du RSE dans la finance. Et aujourd'hui, la finance est énormément en pointe, parce que c'est un des secteurs, vous imaginez, avec les milliards qu'ils gèrent, dans lequel on peut avoir un impact très très fort sur les décisions. Donc vous leur apprenez directement à avoir un impact positif, justement. Pardon, vous parliez ça m'avait interpellé quand on a préparé ce partenariat ou cette accréditation de finance islamique. Personnellement, je ne connaissais pas, mais qui est très très marqué. Ça veut dire que on ne spécule pas dans la finance islamique, si j'ai bien compris. On n'investit pas dans des secteurs comme le tabac, comme les paris, comme l'alcool. C'est au cœur de votre formation, ce type, ou c'est anecdotique dans une spécialité donnée? Parce que c'est quand même assez marqué comme conviction. Alors, en fait, à l'échelle française, peut sembler marqué, à l'échelle mondiale, beaucoup moins. D'accord. Financia, c'est l'école de la finance. Donc, ça m'a fait bizarre d'avoir toutes les finances, sauf la finance islamique. Après, les gens, souvent, ils ne savent pas ce que c'est. Mais en fait, je dirais, il n'y a pas de prisme religieux, entre autres. Ça fait partie de la finance RSE, en fait, de la famille de la grande finance. C'est une des cordes. Et il y a certains préceptes, en fait, qui sont assez simples, comme ne pas investir trop dans l'alcool, dans l'armement, d'ailleurs, même étonnamment, dans le pétrole. Après, on pense souvent, cette formation, elle est pour des business qui se développent en Europe, mais aussi pour pouvoir partir à l'étranger. On a beaucoup d'étudiants qui aujourd'hui travaillent à Abu Dhabi, à Dubaï, entre autres. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une finance qui connaît 20% de croissance mondialement, mais elle est très développée en Asie. C'est pas au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, dans beaucoup de pays, on pense à Dubaï, c'est ce qu'on appelle la finance traditionnelle plutôt. Mais vous prenez sur certains pays asiatiques, elle est excessivement développée. Donc pour nous, c'est une corde très importante, d'autant plus qu'il n'y a aucune formation en finance islamique. Et c'est aussi un des devoirs de la France, de savoir transmettre et maîtriser, gérer toutes les finances. Alors peut-être pour conclure, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Financia Business School pour les années qui viennent? De continuer d'œuvrer au quotidien pour l'inclusion, la qualité et la réussite de nos étudiants, avec, on espère, de nouveaux labels à venir. Alors, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir des grands succès, des success stories incroyables. J'ai d'étudiants qui ont réalisé le rêve et lesquels on a accompagné. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir donner cette opportunité au maximum de personnes. C'est pour ça qu'on a ouvert, entre autres, Lyon. Voilà, parce que la place de Paris en immobilier est un peu chère. Et donc, on essaie d'aller chercher les étudiants auprès des entreprises, là où ils sont. Merci mille fois d'avoir été avec nous ce matin. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.